Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de philosophie consacré à la notion de temps. La dernière fois, nous avons posé quelques définitions de base qui vont nous servir à analyser la notion de temps et nous avons abordé la pensée du présocratique Héraclite. On a vu notamment que le temps était paradoxalement une forme de devenir faisant qu'une chose se différencie toujours perpétuellement d'avec elle-même et d'avec les autres, mais qu'un éternel recommencement du monde nous permettait d'envisager un temps cyclique. On reviendra une autre fois sur l'éventuelle possibilité d'un temps cyclique, mais en attendant, ce que Héraclite nous permet de penser, c'est l'idée selon laquelle, à tout instant, tout change, et rien ne demeure si ce n'est ce processus de dégradation et de renouvellement que nous avons abordé précédemment. J'avais commencé à aborder les objections que Aristote et Platon faisaient à Héraclite sur ce point, et c'est plus précisément la réflexion platonicienne qui va nous intéresser aujourd'hui, car Platon, comme je l'ai expliqué la fois précédente, permet de penser la temporalité, ce qui demeure toujours identique à soi-même, à l'opposé du temps qui se définirait essentiellement comme un devenir, c'est-à-dire un changement permanent. Au-delà de ça, on va voir que pour Platon, il ne faut pas confondre le temps comme simple devenir synonyme d'altération permanente et le temps comme mesure relative qui serait déduite d'une certaine régularité perceptible à l'œuvre autour de nous. Pour le dire autrement, pour Platon, il y a bien un temps propre aux choses terrestres qui est le fameux devenir des choses, un écoulement synonyme de dégradation qui soumet la matière à sa destruction lente et progressive, un régime politique à sa destruction progressive, notre corps vers la vieillesse et la mort, etc. Et un temps comme mesure concrète et relative à une forme de régularité observable qui permet celle-ci. On verra qu'il s'agit du mouvement des astres. Je vais donc m'appuyer ici sur le Timée de Platon, son ouvrage de vieillesse qui compte parmi ces tout derniers. C'est même le dernier à avoir été rédigé avant les lois, il me semble. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Timée de Platon est un des dialogues de Platon les plus difficiles, selon moi en tout cas, mais aussi un de ceux qui peuvent se vanter de posséder une petite valeur scientifique ajoutée. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer que Platon avait déjà songé à la relativité ou a eu des intuitions très modernes à propos de la notion de temps, mais historiquement parlant, le Timée est sans doute un des premiers, voire le premier, grand texte dont bénéficie l'humanité, afin de tenter de définir ce qu'est le temps. Raison pour laquelle il était impensable que je ne l'aborde pas, même si c'est franchement pas un texte facile. Je tiens à mettre en garde mes auditeurs à ce propos d'ailleurs, il est préférable d'être déjà un peu familier avec la pensée de Platon pour bien comprendre celle-ci et avoir vu d'autres vidéos où j'explique sa pensée. Celle-ci étant une des plus difficiles de ma chaîne, je pense, en dépit de mes efforts de simplification et de clarification habituels. Je vais m'appuyer précisément ici sur les passages 37b, 39e et 47a du Timée, car ce sont les passages où Platon développe une théorie métaphysique sur la jeunesse du monde, mais par conséquent dans cette perspective-là, une théorie sur le temps, qui va l'amener à concevoir celui-ci comme un élément de mesure, entre autres. Tout d'abord, là où la réflexion de Platon est essentielle, mais on verra ça avec Saint-Augustin qui l'anticipe brillamment sur un certain point, c'est qu'il permet de penser le temps comme étant distinct de l'éternité, et qu'il permet de penser ce qui est atemporel, c'est-à-dire ce qui échappe au cadre du temps, et donc de ce qui est temporel et demeure soumis à un commencement, et ce qui serait intemporel par opposition au temps. La subtilité, c'est que ce qui est atemporel échappe à tout commencement, à tout milieu et à toute fin. C'est quelque chose qui n'est donc compris dans aucune temporalité. Tandis que ce qui est intemporel, c'est ce qui est hors du temps et amené à durer éternellement, mais rien n'indique que ce qui est intemporel n'a pas eu un commencement à un moment donné.
Donc vous voyez, faut pas confondre atemporel et intemporel. Voilà, petite subtilité que je pose pour commencer. Je pose ces distinctions, mais je ne dis pas qu'elles sont de Platon, simplement que Platon donne des outils, avec sa théorie métaphysique extrêmement abstraite et difficile à comprendre, pour penser ces distinctions. La définition que Platon donne du temps ici, et c'est l'élément le plus connu que la plupart des gens connaissent, et qui est en réalité pas très bien compris, très difficile à saisir si on entre dans le détail, comme on va le voir, c'est la suivante. Le temps est, je cite, une image mobile de l'éternité. Fin de citation. Bon, pourquoi le temps serait une image pour commencer, ça va pas du tout de soi dit comme ça, et surtout mobile par rapport à l'éternité dont le temps entretiendrait un rapport d'imitation par rapport à celle-ci. Pour expliquer ce point, il faut bien comprendre que Platon commence d'abord par considérer la genèse du monde sous l'angle de la production technique. Il nous dit que le monde a été créé par un démiurge et donc un créateur. Le démiurge ici, c'est l'artisan divin qui va façonner le monde. Et il va le façonner comment ? Eh bien à partir de deux autres éléments, un modèle parfait qui va servir de base au démiurge au moment où il va créer le monde, et à partir d'une matière désordonnée qu'il va mettre en ordre à partir de ce modèle. Donc, je résume, avant même que le monde existe, pour Platon, il y a trois éléments qui sont donc atemporels et qui échappent à toute temporalité, puisque le temps n'a été créé qu'ensuite, le temps étant une création. Il s'agit du démiurge, qui est bon, et qui serait l'équivalent de Dieu dans la Genèse, si on relit ça de façon biblique et chrétienne, du modèle parfait servant à la création du monde, mais la copie du modèle sera forcément moins parfaite que l'original, ce qui explique l'imperfection de notre monde, et la matière désordonnée que le démiurge ordonne et assemble afin de créer le monde. Voilà. Maintenant, il reste à savoir ce que vient faire le temps dans tout ça. Est-ce qu'on peut concevoir qu'il existe un temps qui ne passe pas et qui serait l'éternité où le temps aurait lui-même été créé par le démiurge divin ? Ou est-ce que justement, il y aurait quelque chose de contradictoire à considérer le temps à partir d'un temps qui ne passe pas dans la mesure où c'est dans la nature même du temps de soumettre toute chose à un devenir et à une dégradation perpétuelle. D'après Platon, le temps n'aurait été créé qu'à un moment précis du processus. Il n'est pas dans sa nature d'avoir toujours été et de préexister à la nature du monde, sinon il ne serait pas le temps, mais l'absence de temps justement, c'est-à-dire l'éternité. Ça peut paraître compliqué à comprendre pour un public non métaphysicien et non averti, mais en réalité c'est logique. Quand il se passe ou se produit quelque chose, cette chose a lieu dans le temps par rapport à un instant passé et en vue d'un instant futur. Eh bien ça, c'est une situation temporelle. Or, puisque le temps ne concerne que notre monde et notre façon de mesurer ce qui dure d'après certaines mesures, il ne peut pas avoir toujours été. Le temps, selon Platon, n'aurait commencé à exister qu'avec la venue des êtres vivants appartenant à notre monde. Le temps aurait été créé entre la mise en ordre de la matière et le développement de la vie sur Terre. Mais on peut se demander justement pourquoi nous existons à travers le temps et dans quel but le temps aurait été créé à ce moment-là. Eh bien en fait c'est parce que notre monde est la copie d'un monde parfait appartenant à la temporalité, à l'éternité, comme absence de temps justement, et donc par conséquent, en créant le monde, le démiurge a fait en sorte qu'il soit moins parfait puisqu'il n'a pas créé un double, mais une copie du monde spirituel et intelligible qui lui a servi de modèle. L'existence du temps est donc liée, on pourrait le dire, au caractère imparfait et artificiel du monde physique et terrestre dans lequel nous vivons, et le temps n'est qu'une copie imparfaite de l'éternité, car elle imite celle-ci sur le mode de l'écoulement, sur le mode du devenir, mais sans jamais être capable de laisser durer éternellement toute chose. Platon utilise ici l'expression d'image mobile de l'éternité, car une image est une copie d'une forme intelligible, originelle dans sa théorie métaphysique.
Je rappelle au cas où que pour Platon, chaque phénomène provient d'une idée universelle et intelligible qui se situe hors du temps et hors de notre monde matériel, et que ce sont les idées qui confèrent son unité au monde. Autrement, il n'y aurait pas de stabilité dans ce qu'est un homme, un chien ou une table par exemple. Les choses changent et pourtant on observe quand même une certaine permanence. Il faut donc voir le temps comme une version dégradée de l'éternité chez Platon, comme ce à travers quoi les choses changent perpétuellement. Cette progression temporelle ayant lieu à travers le mouvement présent dans le monde, d'où cette idée de mobilité, et qui est relative au nombre. Le nombre est ce qui permet la progression du temps, et donc sa mesure, chose inutile concernant l'éternité, puisque dans la réalité intelligible, tout demeure identique à soi-même. C'est en ce sens qu'il demeure encore un rapport entre le modèle, l'éternité, et sa copie, le temps. Car l'éternité reste dans l'unité, selon l'expression que Platon emploie ici. Elle est étrangère à la dégradation du devenir, mais demeure une et unique. Elle est une unité pure et intelligible qui est étrangère à toute forme d'altération, de dégradation. Elle n'est pas liée à l'observation d'un mouvement, tandis que l'unité du temps permet la progression et une progression mesurable. Bon, pour le dire de manière plus simple, et sans doute plus compréhensible, notre monde est un monde matériel qui repose sur un processus de création. Il ne peut donc pas avoir toujours existé, contrairement à ce qui est éternel. Le temps est donc une création nécessaire pour que les choses puissent s'y produire et que la vie puisse s'y développer, car autrement tout serait figé et serait du non-être, n'aurait pas de réelle existence liée à une progression dynamique permise par le temps, progressant selon le nombre. Le temps est donc une copie imparfaite de l'éternité, car il ne permet pas aux choses de rester les mêmes, mais au moins il leur permet d'advenir selon leur nature matérielle, puisque c'est dans la nature même des choses matérielles, d'être temporelles et de changer, contrairement à ce qui demeure spirituel et incréé, inengendré même, puisque le monde est une création divine ici. Il a été engendré à partir d'une cause première qui est l'acte de création de la divinité. Vient ensuite la question qui consiste à se demander quelle considération on a du temps à notre échelle. On vient de voir que le temps s'opposait par nature à ce qui est éternel et parfait, et demeure toujours identique à lui-même, et qu'il était une version dégradée de l'éternité. Mais, si le nombre est la manière dont le temps progresse et peut s'entendre comme une mesure, cette mesure est-elle objective et comment est-ce qu'on établit celle-ci ? Tout d'abord, pour préciser un peu les choses par rapport à cette idée de copie imparfaite de l'éternité sous la forme d'une image mobile, il faut savoir que le temps imite l'éternité, sans pour autant parvenir au niveau de perfection de l'éternité, évidemment, pour la simple et bonne raison qu'elle progresse de façon continue et que le temps, d'après Platon, n'est pas supposé avoir de fin. Vous vous souvenez que pour Héraclite, il y avait comme un espèce de cycle où tout était amené à se reproduire identiquement. Eh bien pour Platon, il n'y a pas de destruction ou de fin du monde qui se produira d'elle-même, ce qui est très rassurant et serait davantage conciliable avec avec la vision des chrétiens une fois encore, car le monde résulte d'un processus de fabrication divine. Seule la volonté d'annihilation de la divinité serait en mesure de détruire le monde. Mais le monde ne disparaîtra pas de lui-même, et le temps qui a lieu sur Terre et s'y déploie selon le nombre demeurera éternellement, sauf si Dieu un beau jour en a marre, en gros. Bref. Le temps est intemporel, on pourrait le dire, à défaut d'être atemporel, ce qui invaliderait sa définition. Il a été créé, donc il y a bien un début par rapport au temps qui est la création de notre monde. Donc il est créé avec le monde et il est amené à durer éternellement. Toutefois, la corruption généralisée que l'on observe dans le monde et que Platon constate, raison pour laquelle il accorde un certain crédit à Héraclite sur ce point, n'est pas le temps lui-même, mais un effet du temps défini comme devenir au sein des choses terrestres. Pour Platon, le temps, de manière précise,
Et c'est là que la valeur scientifique ajoutée du dialogue est à chercher, puisque jusque-là, c'était de la métaphysique hyper abstraite qui a déjà dû faire arrêter la vidéo par bon nombre de spectateurs potentiels et peu patients. C'est un rapport entre les choses. Il n'a rien d'absolu. Le temps n'est donc pas quelque chose d'absolu, mais il est relatif. Le temps tel qu'il est connaissable de façon objective, à partir de nos observations, n'existe que comme un rapport mesurable entre des choses. Il s'agit, d'après Platon, de la mesure du mouvement des astres. La création du temps, proprement dit, semble donc indistincte pour Platon de la création des astres, car sans le mouvement de ceux-ci, on n'avait pas d'indication possible nous permettant d'établir des mesures. Pour Platon, la seule chose qui demeure, c'est l'être éternel, l'être avec un grand E, intelligible, qui est le seul pour lequel donc le verbe être est approprié. Les autres temps tels que le passé ou le futur sont appropriés au mouvement lié à la temporalité. C'est grâce au temps que l'on est en mesure d'établir un avant et un après, et donc un maintenant qui se situe au milieu de ces deux autres modalités du temps. Platon distingue ici, donc c'est important, il faut le retenir, il distingue ici deux choses, il distingue les modalités du temps, qui sont le passé, le présent et le futur, bon, classique, donnant lieu aux différentes conjugaisons que l'on utilise dans le langage, des divisions du temps. Donc il distingue modalité du temps, division du temps. Les modalités du temps, passé, présent, futur, reposent sur les divisions du temps qui sont le jour, la nuit, le mois et les années. Ce sont elles qui ont donné, historiquement parlant, à l'humanité une première conception objective de la notion de temps grâce aux intervalles entre des positions de l'astre, donnant lieu ainsi à des nombres et des mesures. L'intervalle régulier auquel revient l'astre sert à mesurer le temps. Par exemple, une révolution, c'est-à-dire un tour complet du Soleil, permet de compter une année. Ce que l'on nomme une année correspond à un tour complet de la Terre autour du Soleil. À partir de là, il est possible, à partir de cette première division du temps, d'établir des modalités et de situer un avant, donc le passé, et un après, le futur, après cette révolution qui permettra de s'entendre sur ce que l'on nomme une année. Ici, les mesures dont parle Platon et ce qu'il nomme un nombre du temps est à comprendre comme un intervalle de temps qui sépare le retour d'un astre à sa position de départ. Par exemple, à un jour correspond un mouvement diurne du Soleil. On sait que la journée est passée quand le Soleil s'est levé puis couché. À un mois correspond un tour complet de la Lune. Vous savez, c'est quand on observe ce que l'on nomme la nouvelle Lune, où c'est le noir total et où on ne voit plus vraiment la Lune. Puis petit à petit, elle se dévoile sous la forme d'un croissant, jusqu'à devenir progressivement pleine et apparaître en totalité. On parlera alors de la pleine Lune. Bon, eh bien on a fait correspondre à un mois dans ce cas un tour complet de la Lune. Concernant une année entière, et donc 12 mois qui équivalent à 12 tours complets de la Lune, c'est une révolution du Soleil, et donc un tour complet de la Terre autour du Soleil. Bon voilà, et puis après on a été malin, et on a inventé des calendriers, pas juste des cadrans solaires ringards, des montres, des portables, des ordinateurs, et on a arrêté de regarder le ciel à tout bout de champ. Mais en attendant, il fallait bien s'occuper et observer certaines régularités permettant d'établir des éléments de langage par rapport au temps et observer des mesures. L'observation du mouvement des astres par nos ancêtres étant très utile pour saisir des repères temporels. Repères auxquels on se réfère toujours aujourd'hui par ailleurs. Par conséquent, si le temps n'existe que par déduction abstraite en observant la dégradation et la corruption des choses matérielles autour de nous, ou comme mesure relative au mouvement des astres, faut-il en déduire qu'il n'existe pas réellement et qu'il n'est qu'une notion que nous développons à la suite d'une série d'observations
pour nombrer ce qui se produit. On pourrait se demander du coup si le temps, c'est pas finalement plus un outil qu'une chose qui existerait indépendamment, indépendamment de nous. Il semblerait qu'à partir de toutes ces réflexions platoniciennes, le temps n'apparaisse que comme étant pas grand-chose. Il n'est qu'une copie de l'éternité, et ne peut être pensé de façon concrète que relativement à des éléments du réel dont le mouvement est régulier, les astres. Comment savoir si le temps a plus d'importance que le passé ou le futur, par exemple? En effet, si nous divisons le temps en différentes modalités, cette division serait-elle arbitraire et artificielle dans la mesure où nous ne pouvons que agir ou penser sans jamais quitter notre propre temporalité présente? Le passé n'existerait pas en tant que tel et ne serait jamais rien de plus qu'un présent qui n'est déjà plus et le futur un instant présent qui est déjà en train d'advenir. C'est ce que nous étudierons la prochaine fois en nous appuyant sur ces modalités du temps comme outils que Platon nous aura au moins permis de penser et qui demeurent à la base même de tout début de réflexion sur le temps. En attendant, j'espère que cette vidéo très dense et complexe ne vous aura pas trop épuisé ou découragé. J'ai fait ce que j'ai pu, mais le Timée de Platon reste un incontournable sur la notion de temps, pour des raisons historiques notamment, et je me devais d'essayer d'en parler. La prochaine fois, on abordera un auteur que je n'ai plus abordé depuis un bon moment et qui demeure canonique sur la notion de temps. En attendant, prenez bien soin de vous, merci de rester abonné à ma chaîne et de me soutenir, et à dans pas trop longtemps j'espère, avant la prochaine pleine lune, très probablement.